Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de GPU principalement, hein, puisqu'on a eu potentiellement les specs des futurs GPU d'Intel, hein, donc trois cartes différentes. On a aussi vu passer sur Twitter les futurs specs de la gamme Super d'NVIDIA. On va aussi parler de deux trois autres trucs en passant. On y va, c'est parti. Et donc on commence avec Alder Lake, hein, le 12900K qui s'est fait flasher sur Cinebench R23. Bon alors, on sait que les futurs processeurs d'Intel vont arriver relativement vite maintenant, hein, c'est prévu pour novembre, aux alentours de novembre environ. Et du coup, ben, comme à chaque fois, quand on a une sortie de processeur, on voit passer des fuites avant la sortie qui nous donnent une idée des performances à attendre. Ici, ben, c'est Cinebench R23 avec le futur 12900K qui apparemment passerait la barre des 30 000 points, là où le 5950X d'AMD à stock fait environ 28 000. Alors, on a déjà vu par le passé hein, qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi le futur 12900K d'Intel ferait mieux en multithreading et en single threading que le 5950X d'AMD, ce qui est plutôt surprenant, particulièrement en multithreading, avec les 8 corps et les 8 petits corps, par rapport aux 16 gros corps d'AMD, que cette future architecture d'Intel fasse mieux en multithreading. Bon alors après, pourquoi pas, et quelque part j'ai envie de dire tant mieux, parce que du coup, ben, ça ramène de la concurrence et ça évite qu'AMD prenne trop la grosse tête sur les processeurs grand public, hein, puisqu'ils ont déjà un gros avantage au niveau serveur et compagnie. Alors après aussi, hein, la question c'est qu'est-ce que ça donnera à consommation équivalente, hein, puisque c'est bien de faire mieux que le 5950X, mais si c'est en consommant 50-80 watts de plus, c'est pas vraiment aussi impressionnant que ça. Je veux dire, on peut overclocker le 5950X et avoisiner les 30 000, voire supérieurs. Donc bref, on verra ce que ça donne au niveau efficacité énergétique aussi, mais j'ai envie de dire, encore heureux qu'Intel fasse mieux que les Ryzen 5000, hein, qui sont sortis depuis maintenant quasiment un an au moment où cette nouvelle architecture Intel va arriver, et ce sera la deuxième génération de processeurs depuis les Ryzen 5000 de la part d'Intel. Donc je dirais que c'est la moindre des choses qu'Intel rattrape son retard, voire fasse mieux. Puisqu'en plus de ça, on sait qu'AMD ne s'arrête pas non plus de progresser. On aura les Ryzen 3D qui devraient réussir en toute logique à pallier à l'avantage d'Intel dans les jeux. Par contre, au niveau applicatif, en réalité, ça devrait pas changer grand chose. Qu'on prenne un Ryzen 5000 ou un 12900K ici, on aura relativement des performance assez proche au final. Donc bref, ça va être intéressant de voir au moment des tests ce que ça donnera vraiment. En tout cas, c'est plutôt encourageant. C'est très bien qu'Intel revienne dans la course. Encore une fois, heureusement que c'est le cas. Ce qui sera vraiment intéressant, ben, c'est ce qui va se passer dans les gammes de processeurs en dessous de 300 balles, hein, puisque jusqu'ici, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent chez AMD du tout. Et chez Intel, on a des options quand même relativement intéressantes. À voir si Intel, du coup, continue d'alimenter ce segment de marché qui, actuellement, bah, chez AMD, on n'a vraiment rien de hyper intéressant en dehors des Ryzen 3600 qui commencent à dater un petit peu. Et donc on enchaîne avec une fuite sur Intel Alchemist, hein, l'ancien DG2 Intel Xi, donc les grosses puces gaming de la part d'Intel qui sont prévues pour le début de l'année 2022. Et ce qui est intéressant dans la dernière vidéo de Moore's Law is Dead, hein, ben, c'est qu'il fait un petit peu un recap de l'évolution de ce que disaient ses sources sur ces futurs GPU d'Intel au fil du temps, et également ce dont il a entendu parler au niveau des specs des futures cartes. Alors comme je l'ai déjà dit par le passé, hein, Moore's Law is Dead, ses sources chez Intel sont plutôt très bonnes, et jusqu'ici, tout ce qu'il a sorti au niveau des leaks chez Intel, que ce soit en GPU ou en CPU, ça s'est avéré exact pour l'instant, donc pas de raison majeure de douter de ce qui est dit ici. Ce qu'il ressort ici, toujours actuellement, c'est qu'effectivement, la grosse puce de Alchemist devrait bien avoir 512 unités de calcul, ça on le sait depuis un bon moment, et au niveau des performances, on serait au-dessus de la 3060 Ti, en dessous de la 3070 Ti. Je vous le donne en mille, c'est la même chose que ce qu'on nous dit depuis un long moment.
les performances de Alchemist devraient se situer aux alentours de la 3070, donc de la 2080 Ti, c'est ce qui était prévu à la base, et donc de la 6700 XT d'AMD. Donc bref, en dehors de ça, hein, on a bien 512 unités de calcul à 2,2 voire 2,5 GHz, on est bien sur une fabrication chez TSMC sur le nœud de fabrication 6N, donc légèrement mieux que les nodes de fabrication d'AMD ou d'NVIDIA actuellement, hein, donc c'est un petit avantage pour Intel. Et donc hein, on a bien une consommation d'environ 235 watts apparemment, donc c'est dans les eaux de ce qu'on avait déjà entendu par le passé. Donc bon, la grosse puce, dans l'ensemble, ce sont des choses dont on avait déjà entendu parler. Alors ensuite, on a aussi entendu parler d'une puce plus petite, hein, donc qui serait une puce castrée, de la plus grosse puce d'Intel, hein, qui aurait 384 unités de calcul. Ce qui est intéressant, ben, c'est qu'apparemment, on passerait sur un bus 192 bits, ce qui voudrait dire qu'on aurait pu 16 Go de RAM, mais probablement 12, puisqu'Intel semble vouloir mettre le plus de RAM possible sur ses cartes, parce que la RAM, ça fait vendre, hein, tout simplement. Et donc des performances qui se situeraient entre la 3060 et la 3060 Ti, ce qui semble plutôt logique au vu du nombre d'unités de calcul qui ont été désactivées. Et pour terminer, on aurait une puce plus petite, une puce différente ici qui viserait le bas de gamme qui est complètement abandonné actuellement hein, par Nvidia et AMD. Donc on aurait une puce avec 128 unités de calcul, 2,2 à 2,5 GHz là aussi, 8 Go de RAM ou 4 Go de RAM sur un bus 64 bits, moins de 75 watts de conso, ce qui voudrait dire qu'on n'aurait pas besoin de câble d'alim, donc le bus PCI Express serait suffisant. Et des performances se situant aux environs de la 1650, voire 1650 super, avec capacité de ray tracing. Bon alors, sur ce type de performance, le ray tracing, ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est une case à cocher au niveau des specs. Par contre, ce qui serait très intéressant, ben, c'est d'avoir une carte sur ce segment, hein, puisque là actuellement il n'y a absolument rien. Et ce qui est intéressant à noter ici, hein, c'est qu'apparemment toutes les sources vont dans le même sens. Hein. Intel prépare un lancement avec une grosse quantité de cartes, mais également un tarif agressif. Alors à quel point ce sera agressif, on verra bien. Mais ce qui est intéressant, hein, c'est qu'effectivement, Intel, on sait depuis maintenant un moment, ils sont en train de stocker par exemple des puces de RAM, et ils sont en train de produire les GPU. Ce qui pose le plus de problèmes à Intel actuellement, c'est pas vraiment la fabrication du matériel en lui-même, c'est les drivers. C'est pour ça que la carte a été repoussée. À la base, c'était prévu pour la fin de l'année 2021, ça a été repoussé à début 2022, pour laisser du temps aux équipes de drivers pour essayer de peaufiner ça au mieux. Alors après, on est en droit de douter que ce soit vraiment intéressant ou pas, hein, clairement. Intel n'est pas connu pour brader son matériel, mais encore une fois, ici c'est un nouveau marché pour Intel. Déjà en temps normal, hein, s'il n'y avait pas de pénurie et tout ça, ce lancement aurait été relativement inintéressant. Clairement, on aurait déjà toutes les cartes concurrentes dans toutes les gammes de performance et de prix. Dans le pire des cas, les concurrents se seraient réajustés au niveau tarifaire. Bref, ça aurait été un lancement intéressant parce que c'est un nouvel acteur qui arrive sur le marché. Mais en réalité, on aurait eu un Intel qui débarque un an après la concurrence avec du matériel qui ne fait pas mieux, mais qui n'est pas non plus horrible. Bon, si toutes les cartes d'NVIDIA étaient dispo en quantité, et les cartes d'AMD également, ben, le lancement d'Intel, en dehors de vraiment casser les prix énormément, ça aurait été inintéressant au possible. Là, ce qui fait qu'Intel suscite l'intérêt et l'espoir, ben, c'est parce qu'on a vraiment besoin d'un troisième acteur. Comme je le disais précédemment, sur le bas de gamme, on n'a vraiment rien du tout. C'est volontaire hein, de la part d'AMD et d'NVIDIA, clairement. En temps normal, on aurait déjà eu les 3050, voire les 6500. Bref, toutes les petites cartes seraient déjà sorties. Hein. On n'a jamais connu une génération de GPU où les plus petits modèles ne sont pas sortis un an après le lancement, dans le cas de la gamme Ampère par exemple. Donc les drivers, c'est ça qui va vraiment définir l'intérêt ou pas de ces futurs GPU de la part d'Intel, et je pense hein, que les performances devraient s'améliorer dans certains cas au fil du temps au niveau de la sortie des drivers.
Je pense que si problème il y a, j'espère qu'il n'y aura pas de gros soucis du type de ce qu'on a connu avec les 5700 XT par exemple, même si je pense que c'était plus lié à un problème au niveau de la puce en elle-même que des drivers eux-mêmes, hein. J'espère qu'il n'y aura pas de gros problèmes du genre. Mais bon, si c'est une histoire de performance, ça peut s'améliorer dans le temps avec les révisions de drivers. Par contre, s'il y a un bug majeur, ben ça pourrait vraiment tuer cette première génération de GPU. Mais bon, de ce qui ressort de tout ça, hein, c'est qu'apparemment Intel est plutôt confiant sur ce projet. En interne, ça a l'air de plutôt bien se passer, et tout le monde semble aller dans le même sens, que c'est apparemment un produit plutôt bon. Et ça, c'est plutôt encourageant. Et encore une fois, vu l'état du marché actuellement, je pense qu'on va encore souffrir jusque la fin de l'année. L'arrivée d'un troisième concurrent, si vraiment on a un lancement avec des grosses quantités, avec plusieurs cartes en même temps, c'est pas sûr, hein. Apparemment, on pourrait avoir uniquement les 2 premières grosses cartes en premier. Là, est-ce que la plus petite carte arrivera plus tard? On sait pas encore tout ça. Donc, on verra bien, hein, on verra bien. Mais c'est quand même très encourageant dans l'ensemble. Après, la question ici, ce sera à quel point Intel sera agressif sur les tarifs. Toujours pour Alchemist, apparemment, on aurait déjà Asus, Gigabyte et MSI dans les starting blocks pour lancer des cartes custom. On devrait aussi avoir apparemment des cartes made in Intel, un peu similaires à ce que fait Nvidia avec ses Founders Edition ou AMD avec ses modèles de référence. Donc pas vraiment surprenant. Asus, Gigabyte, MSI ne sont pas exclusifs à Nvidia ou à AMD. Ce qui sera intéressant, c'est de voir si d'autres marques qui sont un petit peu plus fidèles à une marque ou une autre débordent un petit peu chez Intel. Ce serait surprenant, mais pourquoi pas. L'autre question, du coup, avec les cartes custom, c'est à quel point Intel va laisser de la marge de customisation à ses partenaires. On sait que chez Nvidia et AMD, c'est de plus en plus compliqué de se démarquer, à part au niveau du refroidissement. Est-ce que chez Intel ce sera différent ou ce sera un petit peu plus freestyle comme ça l'était par le passé? On verra bien. Du coup, on enchaîne avec la gamme Super chez Nvidia, et qui, au niveau des specs annoncés, ça a pas l'air si super que ça dans l'ensemble, puisque bon, on aurait bien une gamme qui va de la 3090 Super à la 3060 Super. Alors il y a Videocards qui a fait un petit recap au niveau des specs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça révolutionne absolument rien. La 3090 Super, on en a déjà parlé par le passé, c'est le GA102 complet, pas de grosse surprise, ça devrait être environ 5% supérieur à la 3090, autant dire inintéressant au possible. La 3080 Super, alors, elle devrait du coup se situer entre la 3080 et la 3080 Ti, tout en sachant que de base, il n'y avait déjà pas énormément de différence entre les deux en dehors de la RAM. Et bien ici, on aurait 2 Go de RAM, ce qui nous donnerait une 3080 Super qui n'est juste une 3080 Ti très légèrement castrée. Et à vue de nez comme ça, ce serait 5% inférieur à la 3080 Ti et 5% supérieur à la 3080 de base. Ça sert pas à grand chose non plus. La 3070 Super, alors là c'est un peu n'importe quoi, puisque du coup on aurait le même nombre d'unités de calcul que la 3070 de base, mais on aurait 8 Go de RAM en GDDR6X, ce qui est l'unique changement, et on a déjà vu par le passé que la GDDR6X, ça changeait pas grand chose, donc on n'a pas d'unité de calcul en plus. La 3070 Ti était déjà difficilement 5 à 10% supérieure, principalement grâce à ces quelques unités de calcul en plus. Je pense qu'ici, si c'est 3% de mieux, ce sera la fête. Par contre, la 3060 Super, si ces specs se vérifient, ce serait un petit peu elle, la carte la plus intéressante du lot, puisque du coup, par rapport à la 3060 Ti, on passerait de 4864 Q d'accord à 5632, ce qui nous place vraiment très très proche de la 3070 de base, et on passerait à 12 Go de GDDR6. Donc, ce qui voudrait dire que le bus mémoire changerait également, mais qu'on resterait sur du GA104. Ça pourrait être une carte vraiment intéressante par rapport à la 3070 ou même la 3060 Ti qui était jusqu'ici la plus intéressante en performance prix. Puisque du coup, on serait très proche des perfs de la 3070, mais on aurait 12 Go de RAM.
Par contre, ce qui paraît clair, hein, c'est qu'NVIDIA met le focus, si tout ça se vérifie, sur la GDDR6X, puisqu'on aurait vraiment uniquement plus que la 3060 Super et la 3060, qui resterait sur de la GDDR6 classique. Alors il faut savoir hein, que les prix de la GDDR6 classique ont énormément augmenté dernièrement. Par contre, c'est pas le cas de la GDDR6X. Elle était plus chère au moment de la sortie d'Ampère, par exemple, mais actuellement, vu qu'il n'y a qu'NVIDIA qui achète ce type de mémoire, ben, c'est peut-être meilleur marché pour eux d'utiliser cette mémoire-là plutôt que la GDDR6 classique. Donc bref, la grosse question ce sera le tarif. Mais bon, dans l'ensemble, je pense hein, que ce soit ici, cette gamme super, on aura aussi un refresh de la part d'AMD au moment du lancement de la gamme de GPU d'Intel, hasard du calendrier. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Que ce soit Nvidia ou AMD, l'arrivée d'Intel sur le marché des GPU est pris très très au sérieux. C'est une menace pour les deux marques. Très concrètement, Intel a beaucoup de force, principalement au niveau des OEM et des partenaires, et sur les PC portables également. Intel va essayer de refourguer ses GPU partout. Donc bon, pour le consommateur, le lancement de cette gamme super ou de la gamme de refresh d'AMD dont on ne sait pas grand chose actuellement au niveau des specs, c'est très clairement pour ne pas laisser la lumière médiatique uniquement sur les lancements de cette gamme de GPU d'Intel, hein. C'est pour occuper le marché et c'est aussi potentiellement pour se repositionner au niveau tarifaire, que ce soit en positif ou en négatif. Ça dépendra énormément. Et cette 3060 Super, si elle reste comme ça au niveau des specs, c'est très clairement pour se caser en face de la future carte d'Intel, hein, clairement. Intel devrait avoir des performances qui se situent entre la 3060 Ti et la 3070. Cette 3060 Super se place étrangement entre les deux. Elle a 12 Go de RAM là où Intel en aura 16. Incroyable, hein, ça paraît pensé pour. Donc bon, au niveau des tarifs, pour tout le monde, à mon avis, ça dépendra énormément d'où on en sera au moment de la sortie. Si la situation est vraiment toujours très tendue, j'ai pas beaucoup de mal à penser qu'NVIDIA réajuste son positionnement tarifaire à la hausse. Par contre, Intel, ben, s'ils sont vraiment agressifs et si les produits sont bons, je ne doute pas que Nvidia ou AMD décident de se positionner sur le plus bas de gamme un petit peu plus agressivement. Et je ne serais pas non plus étonné de voir débarquer étrangement les 3050 et les 6500 et compagnie au moment où Intel va débarquer avec sa puce bas de gamme. Hasard du calendrier, évidemment, comme d'habitude. Donc bref, hein, s'il y a vraiment une bonne chose hein, sur le fait qu'Intel arrive sur le marché, ben, c'est que ça pourrait faire bouger un petit peu les lignes, et principalement sur le milieu et sur le bas de gamme, puisque c'est là-dessus qu'Intel devrait frapper. Et c'est là que les deux autres marques devraient devoir réagir. On espère que ce sera le cas. Sinon, on enchaîne avec AMD. La RX 6600 non XT, on en entend parler depuis quelques temps. Elle devrait débarquer. Bon, alors, les tests sont prévus apparemment pour le 13 octobre. Dans la logique, vu comment ça fonctionne dernièrement, le lancement devrait être pour le 14. C'est ce qui s'est passé. On a les tests la veille, la sortie le lendemain. Bon, ce sera un jeudi. Ça me paraît plutôt logique, hein. AMD fait ses drops tous les jeudis. Ça me paraît plutôt cohérent. Alors après, on n'a pas de modèle de référence ici, encore une fois, de la part d'AMD, ce qui est un petit peu dommage. Et encore une fois, on n'a pas de prix officiel pour l'instant. Ça, c'est un petit peu dommage, puisque c'est ça qui dicte un petit peu l'intérêt ou pas de ce futur modèle. Bref, on termine avec le NVIDIA DLA, donc un nouvel anti-aliasing de la part d'NVIDIA qui se base grosso modo sur le DLSS. En gros, on applique le DLSS à la résolution native. Pour jouer en résolution native, non pas ici pour faire un upscaling et avoir un gain de performance, mais uniquement pour avoir un gain visuel. Donc c'est une option de plus en anti-aliasing, et j'ai envie de dire pourquoi pas. Et je suis un petit peu sceptique sur le fait de pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. Bon, après on va pas se plaindre, hein, c'est plutôt une bonne chose dans l'ensemble. Apparemment le gain visuel est appréciable, pour un gain en performance d'environ 8%, j'ai vu, je sais plus, dans ces eaux-là. Hein. Donc on sacrifie un petit peu de puissance GPU pour avoir une image meilleure. Le principe de l'anti-aliasing de toute façon.
Il y a déjà certaines personnes qui le faisaient, hein, en utilisant le DSR par exemple. On augmentait, la résolution avec le DSR et on appliquait ensuite le DLSS pour avoir un gain visuel au lieu d'avoir un gain de perf avec le DLSS. Bon, ben ici ce sera du coup une option en plus dans les jeux. J'espère qu'NVIDIA le rajoutera dans le plus de jeux possible par la suite où il y a déjà le DLSS par exemple. Donc bref, voilà un petit peu ce qui se passe au niveau des news. Il y a quand même des choses intéressantes je trouve et c'est plutôt encourageant principalement pour le début d'année prochaine. Comme je le disais, hein, au niveau GPU, j'ai pas grand doute sur le fait que même Nvidia ou AMD sont en train de constituer des stocks pour se positionner en face du lancement d'Intel. Ça paraît très logique hein, d'essayer de couper l'herbe sous le pied d'Intel quand ils vont arriver sur le marché, que ce soit avec des prix un petit peu plus agressifs ou du stock beaucoup plus conséquent. Mais bon, ce qui est cool, hein, c'est que ce lancement d'Intel n'est plus si loin, on est quasiment au mois d'octobre maintenant. Ça va plus tarder, ça va aller vite. On a encore quelques mois de galère, je pense. J'espère que début d'année prochaine, et je pense que la situation devrait s'améliorer au fil du temps en 2022. On verra bien si ça se vérifie. Encore une fois, on n'a aucun contrôle là-dessus. Ça dépend vraiment du marché. Donc bon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'hab, à faire les trucs casse-couilles de YouTube. N'hésitez pas à passer sur Discord, à laisser des commentaires. Bref, vous connaissez. Hein. Puis c'est tout pour moi. Du coup, bon week-end à tous. À la prochaine. Salut.